Bonjour à tous et bienvenue pour le premier webinaire du second cycle des webinaires 1 heure pour comprendre et agir. Tout d'abord, avant de commencer ce webinaire, quelques aspects logistiques. Donc, votre micro et votre caméra sont automatiquement coupés et si vous souhaitez interagir, vous pouvez poser des questions ou nous informer de problèmes techniques via le fil de discussion. Suite à la présentation, il y aura un temps d'échange à la fin. Ce webinaire est présenté par le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques et je suis accompagnée de Corinne Roelli, qui est également co-animatrice du réseau et qui récupérera les questions que vous formulerez dans le fil de discussion pour nous les faire remonter à la fin du webinaire. L'objectif de ce webinaire est de présenter la mission interrégionale inondation arc méditerranéen de l'ADREAL de zone de défense et de sécurité sud, qui a pour objectif la coordination et la prévention des risques sur l'arc méditerranéen au travers de retours d'expérience et de la présentation de ces dernières productions. Cette présentation elle sera faite par Ghislaine Verriès-Leblanc, qui est chef de la mission. Merci Ghislaine d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de ce cycle de webinaire. Ce cycle de webinaire est organisé par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. La RBE, c'est une agence publique qui est née il y a 40 ans, un syndicat mixte qui réunit la région, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les services de l'État et depuis 2019 des intercommunalités. La mission principale de la RBE est de mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. C'est une équipe de 38 agents qui composent la RBE. 4 champs d'intervention. Le premier, l'accompagnement des collectivités dans leur démarche via du conseil, des formations et des labels. L'information et la formation des acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique. L'amélioration et la valorisation des connaissances sur l'environnement et la biodiversité et l'animation du réseau de gestionnaires, avec 2 programmes de coopération et de réseau de gestionnaires, celui des espaces naturels et celui des milieux aquatiques. L'objectif du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques, c'est de promouvoir la gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques et de faciliter la circulation de l'information entre les acteurs de l'eau et des milieux aquatiques. Pour ce faire, différents outils sont disponibles, notamment des groupes de travail, et en ce moment a lieu un groupe de travail sur la thématique de la communication sur les risques inondations. Des journées techniques, une veille juridique et documentaire sont également proposées, et le tout se fait au travers d'un comité de suivi et d'une assemblée plénière. Pour en savoir plus sur les réseaux, vous pouvez contacter les animatrices, dont les coordonnées sont disponibles sur la diapositive, et également consulter le site internet du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. L'objectif de ce cycle de webinaire 1 heure pour comprendre et agir est de toucher un public le plus large possible en proposant des temps courts, réguliers, sur des sujets ciblés. Pour en savoir plus sur nos événements, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de la RBE. Sur cette diapositive, vous pouvez voir le programme du cycle 2 des webinaires 1 heure pour comprendre et agir, avec un prochain webinaire qui aura lieu le 19 octobre sur la thématique les espèces exotiques envahissantes, quels impacts, quelles solutions. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps, avec une première partie qui va donner quelques éléments d'introduction et une seconde partie qui sera la présentation des actions de la mission interrégionale inondation arc méditerranéen au travers de retours d'expérience et des dernières productions de la mission. Donc tout d'abord, pour commencer ce webinaire, je vous propose sur cette diapositive 2 définitions, donc sur les inondations et sur le risque, qui sont extraites du Code de l'environnement, dont je vous ai mis le lien sur la diapositive, qui définit dans cet article une inondation comme une submersion temporaire par l'eau des terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues au réseau de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires. Le risque d'inondation est défini comme la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel et l'activité économique.
Quelques éléments sur le contexte sur les inondations en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En effet, sur le territoire de la région, ce sont 93% des communes qui sont concernées par l'aléa inondation. Des inondations caractéristiques du contexte méditerranéen avec des crues très intenses, avec des pluies très intenses et des crues soudaines. Sur cette frise, vous pouvez voir quelques événements catastrophiques qui ont marqué la région. Donc je les ai mis à partir de 1992 et donc on retrouve en 2020 les crues de l'année dernière qui ont touché nos collègues des Alpes-Maritimes avec la tempête Alex. Récemment, dans nos départements voisins, on pense aussi à nos collègues du Gard et de l'Hérault qui ont été touchés par des inondations il y a quelques jours. Donc, on parle à la suite du dernier rapport du GIEC. Le changement climatique est un sujet d'actualité. En effet, ce rapport met en évidence que le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. D'où l'importance de prévenir ces inondations et de diminuer la vulnérabilité des territoires, notamment en mettant en place, par exemple, des actions pour limiter l'imperméabilisation des sols, de laisser de l'espace pour le bon fonctionnement des cours d'eau, préserver les zones humides et, par exemple, aussi développer la culture du risque sur les territoires. Et c'est l'objet de ce webinaire. Alors, deux définitions sur ce qui va être traité dans ce webinaire au sujet de la communication sur les risques. Une première sur la culture du risque. Cette définition, elle est extraite du dernier rapport qui a été fait par le ministère de la Transition écologique, qui s'intitule Mission sur la transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des risques majeurs technologiques ou naturels, qui définit la culture du risque comme la prise de conscience du risque et l'ensemble des connaissances permettant aux acteurs et aux citoyens d'anticiper les impacts d'une situation et d'adopter des comportements adaptés en cas de catastrophe. L'information préventive, là ici je vous propose une définition qui est extraite du site GeoRisque qui définit l'information préventive comme le renseignement de la population sur les risques qu'elle encourt dans le cadre de ses différents lieux de vie et d'activité. En lui permettant de connaître les dangers auxquels elle est exposée, l'information préventive contribue à préparer le citoyen en cas de réalisation du risque à adopter un comportement responsable. Donc, suite à ces quelques éléments ces quelques définitions, je vous propose quelques éléments pour rappeler un petit peu qui fait quoi sur cette thématique de communication sur les risques. Là, ici, on voit l'État. Donc, l'État, sa mission, c'est de diffuser l'information sur les risques au travers notamment du document départemental, du dossier départemental sur les risques majeurs et de transmettre cette information aux maires des communes concernées. Les maires des communes concernées ont pour rôle de connaître les risques sur leur commune et d'en informer la population au travers de documents comme le document d'information communale sur les risques majeurs, l'affichage et l'organisation de réunions publiques. Il doit également mettre en place des repères de crues pour entretenir la mémoire du risque. En cas de crise, il a la responsabilité de déclencher la cellule de crise et de mettre en place tout un tas d'actions réflexes qui peuvent être inscrites dans un plan communal de sauvegarde. Ces informations, elles sont à destination du citoyen qui a le rôle de s'informer et d'être acteur de sa sécurité, mais elle peut être aussi à destination d'autres personnes qui, par exemple, les campings, qui peuvent être soumis et concernés par le risque inondation. Et dans ce cas, les gestionnaires de camping ont pour rôle de connaître les risques, d'en informer les campeurs et d'alerter les campeurs et la mairie en cas de crise. Le propriétaire et les bailleurs ont pour obligation d'informer le locataire ou l'acheteur des risques auxquels sont soumis
le logement qu'il loue ou qu'il vend. C'est ce qu'on appelle les informations acquéreurs-locataires. Pour accompagner à mettre en place ces actions et cette politique de prévention des risques, il y a des syndicats de rivières, des EPCI à fiscalité propre, des EPAGE et toute structure assimilée qui, par l'exercice de la compétence GEMAPI, par l'exercice de leur mission et par l'animation de programmes d'action et de prévention des inondations, en travaillant avec les services de l'État, accompagnent les différents acteurs sur la prévention des risques sur le territoire. Et notamment, donc, et c'est le sujet de ce webinaire, sur tout ce qui est culture du risque. Donc ici, sur cette diapo, je vous ai remis les différentes ressources que j'ai utilisées pour construire le schéma précédent. Et pour en savoir plus sur le rôle des différents acteurs, je vous invite à consulter les fiches qui ont été réalisées par la mission interrégionale inondation Arc méditerranéen. Et également, pour en savoir plus sur le rôle des syndicats de rivière, à visionner la vidéo donc, que je vous ai mis sur ce diaporama. Et maintenant, je vais laisser la parole à Ghislaine Verriest pour présenter la mission interrégionale inondation Arc méditerranéen. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas la main sur ma caméra. Merci déjà, Emma et Corinne, de m'avoir invitée à vous parler de la mission. Alors, certains d'entre vous, je vois les participants ont déjà travaillé en partie avec la mission ou la connaissent. Donc, ce sera plutôt sur le démarrage pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous parlerai d'actions qu'on a pu mener avec certains d'entre vous en matière de culture du risque et les cibles et les vecteurs qu'on avait choisis et les angles également de communication qu'on a choisis il y a quelques années, puisque cette mission a aujourd'hui 4 ans, et des choses qu'on est en train de tester à l'ouverture de cette saison Sevenol, qui a été ouverte le 25 août dernier. Avec des choses que je vous présente en avant-première, puisqu'elles ne sont pas encore publiées ni sur le site de l'AMIA, mais n'ont pas fait l'objet de diffusion. Alors, sur la diapo suivante, c'est quoi cette mission interrégionale inondation sur l'arc méditerranéen? Donc, c'est une mission, je ne vois pas le défilement des diapos, Emma, qui a été décidée donc, en 2017 par le préfet de zone de défense qui a choisi sur sa réserve d'emploi régionale de créer une mission spécifique pour répondre à des besoins et des difficultés qui étaient rencontrés sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. En premier lieu, l'émergence de cette mission partait du retour d'expérience dramatique des inondations de 2015 qui avaient frappé Désolée, nous rencontrons un petit souci technique avec Ghislaine. Ah, vous m'entendez pas? Le temps de régler ça. Ghislaine, nous ne t'entendons pas. Moi, je l'entends, Corinne. C'est Sandrine, moi, je l'entends. Hein. Apparemment, tout le monde m'entend sauf vous. Tout le monde nous entend. Vous pouvez peut-être continuer. Je continue. Donc oui, le retour d'expérience malheureux des inondations de 2015 qui avaient frappé les Alpes-Maritimes. Il y a eu d'autres inondations majeures qui ont frappé à nouveau ce département, notamment l'année dernière, la tempête Alex. Mais en 2015, ce qui ressort, c'est pas mal de victimes liées à des comportements jugés inadaptés, aller en sous-sol par exemple, parfois pour de bonnes raisons, parce qu'on avait l'habitude de réactiver des pompes de relevage ou pour sauver sa voiture parce que c'est un outil pour aller au travail, ou des gens qui ont pris malheureusement leur voiture ou qui étaient en train de conduire lors des épisodes et qui se sont trouvés emportés par les eaux avec 10 morts dans chacun des deux cas, donc 20 morts au total. Et c'est vrai que face à cette situation, finalement, le préfet s'interroge et se dit, mais bon Dieu, avec tout le corpus réglementaire et technique qu'on peut avoir et tous les acteurs qui foisonnent, et on l'a vu au travers de la présentation d'Emma, qui doivent œuvrer chacun à la culture du risque, le citoyen étant au cœur du dispositif et responsable de sa propre sécurité et en charge de mettre en place des actions. Pourquoi on en arrive à cette victimologie? Et ce problème n'est pas forcément que Maralpin, mais peut se poser sur l'ensemble des territoires du Sud qui sont exposés aux inondations rapides. Donc, qui décide de créer cette mission donc, à partir de son constat. Et comme vous le voyez sur le carré bleu, elle a bien sûr tout un volet d'information et de développement de la culture du risque en lien avec les territoires, mais également
de partage d'expériences, de montée en compétences, et notamment le développement de parcours de formation, par exemple, ou d'échange de bonnes pratiques, hein, pour éviter de réinventer ici ou là ce que d'autres ont pu déjà tester avec succès ou parfois avec moins de réussite. Et c'est important aussi de partager les échecs. L'anticipation locale des crises, c'est très important. Donc, on travaille pas mal avec Météo France et le Chapi au suivi de l'optimisation des vigilances, mais aussi à la préparation de crise et de la phase post-crise. Innovation et expérimentation. Alors là, je ne vous présenterai pas des choses qui sont en cours de test, notamment avec la ville de Cannes. On est en train de tester un outil de borne innovante interactive qui sera inauguré vraisemblablement dans quelques jours et qui a été installé à proximité du Palais des Festivals. Et on explore avec Pierre Scholl notamment et en partenariat avec le Sabbat pour 2022 la mobilisation des outils de réalité virtuelle et réalité augmentée. Et puis tout un volet expertise sur certains champs. L'objectif, quand on parle de tous ces champs d'action et notamment du champ de culture du risque, c'est vraiment de développer sur toutes les actions un travail multipartenarial, même si cette mission est créée par l'État, ce n'est pas une mission pour l'État, c'est vraiment une mission pour les territoires. Et donc, toutes les actions sont menées avec des partenariats divers et variés. On vous présentera deux clips avec Emma et vous verrez que les partenariats sont assez vastes. L'objectif, c'est de répondre à des besoins, hein, c'est ce qui était souhaité à l'origine. Donc, il y a toute une démarche d'écoute de vos remontées, de vos questionnements, de vos difficultés, de vos besoins pour essayer de les dépasser ensemble et de partager les réponses à l'échelle des 23 départements du Sud que je suis censée animer sur cette thématique. Et puis, expérimenter, on se donne le droit également d'essayer de faire bouger les lignes. Alors, on a été auditionné, bien sûr, dans la mission sur le rapport qui était évoqué, culture du risque, et on en attend les suites annoncées prochainement par la ministre de l'écologie. Donc, on sera assez attentif à ça pour voir en quoi on va pouvoir expérimenter encore plus avant de nouvelles choses. Et puis, surtout, toutes les actions sont ancrées sur le terrain. Donc, on part toujours de territoires tests qui ont envie de tester des choses avec nous. Et ensuite, on développe le partenariat et on va chercher du cofinancement les uns les autres. Sur la diapo suivante, on voit un petit peu le territoire d'action. Donc, je vous l'ai dit, c'est toute la zone de défense, donc 21 départements sur la zone de défense auxquels on a rattaché la Drôme et l'Ardèche, avec des actions très variables. Alors, sur le petit encart bleu qui est situé en partie haute, sur la culture du risque, on a par exemple développé des quiz, on a commencé à travailler sur la mémoire, j'en reparlerai. On a développé des kits pédagogiques, pas mal d'actions sur les enfants dont je vous parlerai, et puis qu'on continue, mais on essaie un petit peu de changer de cible et d'aller toucher cette année, plus particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, qui sont finalement une gamme de population qu'on a plus de mal à capter par des messages classiques. Sur la diapo suivante, alors c'est vrai que quand on parle de culture du risque et on se situe aujourd'hui, ce premier jour de l'automne, on est dans une période particulièrement critique, hein, depuis le 25 août. Donc, ça a été ouvert et donc on sait que du 1er septembre au 15 décembre, enfin au mois de décembre, voire janvier parfois, on est dans une période où statistiquement, on va avoir le plus d'événements de pluie intense et d'inondations rapides qui s'en suivent. Et donc, la mission, aux côtés du ministère de l'écologie et de l'Intérieur, accompagne cette campagne sur les 8 bons comportements, des comportements pragmatiques, mais qui sauvent des vies, qui commencent à bien percoler au niveau de la population. Alors, pour parler de la performance, cette campagne, ça fait 5 ans qu'elle est déployée sur le territoire de l'arc méditerranéen et impulsée par les 2 ministères, avec un budget qui est assez colossal, hein, puisqu'on est autour de 500 000 € sur cette campagne, avec des posts sur des réseaux sociaux, des encarts dans la presse, des spots radio, des affichages. Et des enquêtes sont menées au travers de sondages et montrent que ces 8 bons comportements commencent vraiment à être bien intégrés par la population. Et on a pu le voir, je vous évoquais tout à l'heure la tempête Alex, et je vois que le signage est connecté. On voit sur les événements de 2020 que d'une part, on a beaucoup mieux anticipé ce qui pouvait se passer face à la vigilance qui était annoncée par Météo France. Des mesures avaient été prises bien sûr par les autorités et par les citoyens en amont de l'événement.
Et malgré des conséquences dramatiques qu'on a pu voir aussi en 2019, mais particulièrement en 2020, je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de victimes si ces bons comportements et si tous les progrès qu'on a fait depuis 2015 n'avaient pas été faits. Et ça, c'est, je crois, le résultat d'un effort collégial des collectivités, des citoyens, des associations de victimes, et des services de l'État, puis des experts, dont Météo France et le CHAPI, les services de prévision des crues. Diapo suivante. Alors, dans les premiers temps, nous, c'est vrai que quand on a voulu attaquer cette mission et travailler sur la culture du risque, on s'est dit qu'il faut absolument sensibiliser déjà le citoyen adulte et en capacité de prendre des décisions et d'agir dans son foyer. Le retour d'expérience montrait que les clips sécurité routière, toutes les campagnes de communication sur l'alcoolisme et le tabagisme avaient un certain succès en termes d'efficacité. Et donc, on s'est inspiré de l'angle de communication de la sécurité routière avec des clips chocs et vraiment une mise en situation du spectateur qui peut s'identifier à l'acteur qui parle, puisqu'on a fait jouer des acteurs, mais sur la base de cas concrets de victimologie, de situations qui ont conduit malheureusement à des décès. Et donc, on a développé avec l'IRMA 5 clips chocs assez courts qui parlent donc du danger des déplacements piétons ou véhiculés en cas de pluie intense méditerranéenne, et puis le danger de vouloir s'approcher des cours d'eau et prendre la meilleure photo à poster sur les réseaux sociaux. Donc ça, on savait qu'on pouvait toucher les adultes et parfois les jeunes adultes qui étaient sensibles à cet angle de communication, mais par contre, certains autres ne sont pas du tout sensibles à ce type de communication, mais plus à de l'humour ou à des choses plus originales. Donc, on en parlera juste après. Et bien sûr, sur la diapo suivante, alors, on a continué dans ce filon avec Pierre Scholl, un des réalisateurs qui m'accompagne sur cette mission, à travailler sur des affiches toujours inspirées des principes de communication de la sécurité routière, et puis également avec une volonté de créer un effet de surprise, notamment sur le panneau inondation, et d'interpeller le lecteur. Donc, vous comprenez ce panneau, respectez-le. Et cette campagne, on l'a testée sur le terrain, puisqu'on voulait voir comment réagissaient les automobilistes avec le conseil départemental 66. L'année dernière, à l'ouverture de la campagne, et le conseil départemental m'a recontacté cette année pour conduire vraiment sur l'ensemble de leurs sucettes de publicité, en fait, sur les faces non commerciales, de pouvoir afficher ces panneaux sur l'ensemble du département. Alors, ça a été assez riche en enseignements, et pour ceux qui envisagent ce type de campagne, je vous invite à lire le retour d'expérience qu'on en tire. Et c'est vrai qu'il faut avoir des messages très très courts, et qu'en se déplaçant dans un véhicule, c'est pas comme dans une aire de stationnement ou quand on attend le train ou l'avion, on a beaucoup moins de temps. Il faut vraiment que l'image capte tout de suite et que le message soit très court et compris immédiatement. Donc là, on a des voies de progrès, mais on a testé et on sait en quoi il faut qu'on s'améliore. Et puis, sur la diapo suivante, alors bien sûr, au-delà des adultes, on le sait, et quand je vous parle de campagne contre le tabagisme, on sait que les enfants, notamment sur tout ce qui est politique de tri des déchets, sont des vecteurs particulièrement intéressants pour sensibiliser leurs parents, parce que les parents sont toujours à l'écoute de ce que vont dire les enfants, et que les enfants sont assez force de conviction des parents pour agir différemment. Et puis, c'est la future génération, et donc c'est important de sensibiliser, d'éduquer nos enfants à se préparer à faire face aux inondations qui, malheureusement, devraient être plus fréquentes et plus intenses dans les années à venir. Donc, on a développé pas mal de choses, et on s'est intéressé aux tout petits, aux classes de maternelle, en développant plutôt des outils qui tournaient autour du jeu, et en interviewant également des enfants qui avaient évoqué le sujet des inondations avec leur maître ou leur maîtresse, et qu'on est venu interroger pour capter cette parole et pouvoir ressensibiliser derrière des parents ou des enfants. Donc, on a dans cette collection de documentaires qu'on a appelé Regard d'enfants, on a interrogé jusqu'à des niveaux de lycée pour pouvoir interpeller des enfants d'âge croissant et qui puissent s'identifier. Et puis, pour les collégiens, on a développé plutôt des cahiers de manipulation, de ce qu'ils appellent de technologie, où là, on va pouvoir construire des outils, comprendre des fonctionnements de bassin versant, construire un pluviomètre, une girouette, et discuter autour de ces thématiques, consolider un kit de sûreté, etc.
On a fait également du concours qui a pas mal marché. On l'a fait sur 3 éditions. Pour l'instant, je ne l'ai pas reconduit puisque sur la diapo suivante, on a voulu aller au plus près du terrain. Et donc, on a plutôt déployé nos outils ensuite sur des ateliers territoriaux où là, les départements, les collectivités qui étaient à nos côtés et qui nous sollicitaient, mobilisaient à peu près 200 à 300 enfants sur la journée avec leurs enseignants et ils parcouraient différents ateliers, à la fois d'expression littéraire, graphique sur le sujet des inondations, également des mises en situation avec les démonstrateurs inondations qui sont à disposition sur la zone de défense dont j'ai la gestion mandatée par le chapitre que vous pouvez me demander quand vous souhaitez les mobiliser. Et d'autres ateliers avec les DDT, notamment sur se poser la question, est-ce qu'on habite en zone inondable, quels sont nos trajets du quotidien, etc. Donc là, on a conduit toute une série d'ateliers dont je vous ai mis les principaux sur cette diapositive. Et pour mesurer la performance, parce que c'est vrai que sur ces actions-là, on fait des documents, on organise des manifestations, et puis c'est un peu one-shot, et puis derrière, on se dit, mais finalement, est-ce que le message est passé ? Est-ce qu'aujourd'hui, après ces ateliers, ces enfants sont des enfants plus sensibilisés, mieux préparés, et leurs parents aussi ? Et donc là, avec une sociologue, une psychosociologue qui travaille à l'université de Nîmes, Karine Weiss, qui a participé au rapport de Fred Courant qu'évoquait Emma tout à l'heure, et en partenariat notamment avec les acteurs du Vaucluse et l'Académie, on va se lancer dans une enquête plusieurs mois, années après ces ateliers pour aller réinterroger les publics d'enfants et les parents de ces enfants qui avaient pu bénéficier de ces ateliers et un public qui n'a pas vécu ces ateliers pour voir si on arrive à dégager des différences et si ce qu'on a pu échanger avec eux, travailler avec eux au travers de ces ateliers a porté ses fruits ou pas. Donc ça, c'est une action qu'on va déployer sur l'automne de cette année. Diapositive suivante. Alors, nouveau vecteur, je vous disais tout à l'heure, donc là, on avait testé des vecteurs un petit peu classiques ou déjà testés par d'autres politiques publiques. On s'est dit peut-être que d'autres publics seraient intéressés par des démarches artistiques, par exemple, ou d'autres types de démarches, ne seraient pas forcément intéressés par la thématique du risque inondation et de la préparation à faire face, mais que par un biais artistique, on pourrait attirer, sensibiliser, convaincre, intéresser d'autres publics qui ensuite se poseraient des questions sur le risque inondation et iraient peut-être eux-mêmes se renseigner sur leur exposition ou leur capacité à agir. Donc, le premier vecteur artistique qu'on a mobilisé est le théâtre. Donc là, ça a été un partenariat avec l'IFO-RME, l'Institut national et formateur des risques majeurs, qui œuvre particulièrement auprès des établissements scolaires, et la compagnie Essentiel Éphémère, qui avait déjà produit des choses sur les inondations. Donc, ça a été l'écriture d'une pièce. Donc 1600-431, Souvenir d'avenir, qui est un environnement un peu futuriste à la Bilal, qui parle des inondations, d'un territoire dévasté par le passé, du souvenir qu'on en a et de la nécessité de se préparer à faire face, notamment dans un contexte de changement climatique. C'est une pièce qui s'adresse aux adolescents, aux jeunes adultes, à leurs parents, et qui sera suivie systématiquement d'un débat pour échanger avec les spectateurs sur leurs expériences, leurs ressentis, les questionnements, les actions qu'ils peuvent mener ou les interrogations qu'ils peuvent avoir. Et donc, la première de cette pièce de théâtre qui est en cours de finalisation pour la mise en scène aura lieu donc le 22 octobre de cette année dans les Pyrénées-Orientales au Dôme de Rieswald et sera suivie donc d'autres représentations, notamment une représentation est envisagée dans le Queyras au mois de janvier 2022. Et donc, vous pourrez demander à bénéficier de cette pièce de théâtre si vous le souhaitez. Et on mesurera, bien sûr, au travers d'un questionnaire, les réactions, les impressions des spectateurs. Deuxième travail, alors là, c'est un artiste marseillais qui s'appelle Santoni, qui est un homme extrêmement cultivé et qui joue avec les mots. Qui ne travaille pas du tout sur le champ des inondations, mais qui interroge plutôt l'être humain dans sa place dans la société, dans sa relation à l'autre, etc.
que j'ai eu la chance de rencontrer et avec lequel on s'est dit on pourrait retravailler en fait les comportements ou les bons comportements ou au contraire les comportements à risque et essayer d'interroger les gens différemment, non pas par du choc type sécurité routière, mais un vecteur qui fait un effet de surprise sur la fiche et puis qui fait un peu sourire aussi par rapport au jeu de mots, qui interroge un peu différemment. Donc là, vous voyez le route inondée avec le nom qui apparaît en gras et on a un message beaucoup plus court que ce qu'on avait testé précédemment sur la campagne choc, fort du retour d'expérience du 66 dont je vous ai parlé. Donc, bien sûr, on s'est focalisé sur les déplacements qui concernent un tiers des sources de victimologie aujourd'hui sur les inondations. Diapositive suivante. Donc, toujours sur les déplacements. Déplacement, non, c'est déplacé, donc avec un jeu de mots. Donc, l'artiste parle de pensée picturale face au risque inondation. Et puis, je vous mets un troisième extrait, même si ce n'est pas les 3 seules affiches qu'on a développées, mais je ne l'aurais pas cru. Donc, soyons conscients des risques inondation. Encore une fois, pour jouer sur les mots et interroger par cette faute d'orthographe les gens sur leur conscience ou pas des risques d'inondation, leur mémoire de ce qui a pu se passer sur un territoire dont on perd la connaissance. C'est ce qu'on s'aperçoit quand on discute avec les différents acteurs. De moins en moins, on s'approprie notre environnement, malheureusement. Donc ça, ce sont des affiches qui vont être diffusées, qui feront l'objet de posts sponsorisés par le Facebook du préfet de zone cette année et qui seront diffusés sur les territoires pour sensibiliser différemment, mais qui n'ont pas été encore publiés aujourd'hui. Et puis, on vient avec le syndicat de l'Uvonne et puis différents partenaires, la métropole Aix-Marseille, la Cité des Arts de la Rue, qui a joué le jeu pour ce projet, à l'échelle 2, donc c'est un artiste qui s'appelle Germain Prévost, alias Sipin, qui est un artiste contemporain marseillais, qui travaille à la Cité des Arts de la Rue, et Les Gamards, qui est un collectif citoyen qui travaille sur le quartier des Égalades, donc on est dans les quartiers nord de Marseille, et puis une société de cordistes qui nous a accompagnés pour ce projet qui s'appelle ATX. On a essayé de travailler sur du street art. Alors ça, c'était toujours dans cette volonté de sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes sur des quartiers où on a des problématiques sociales particulières qui font que le risque d'inondation n'est peut-être pas la première préoccupation, mais qui sont fortement intéressés par ces arts urbains et notamment le graphe. Donc, on a voulu tester ce vecteur-là pour voir en quoi la population était réceptive ou allait s'interroger. Et puis, plutôt que de vous décrire le projet, je vais inviter Emma à projeter le clip qui parle de ce projet qui vient de se finir, puisque la mise en peinture était il y a quelques jours et le clip a été validé vendredi. Donc, c'est tout frais et non diffusé pour l'instant. Oui, je suis en train de mettre la vidéo. Ça prend un tout petit peu de temps. Le principe retenu est simplement finalement de peindre les courbes de débit du ruisseau des Égalades sur une journée particulière, extraordinaire par son ampleur de crue qui est le 13 août 2018. Une vague hyper stylisée qui va courir le long du bâtiment comme ça. C'est une œuvre totem qui, par son caractère monumental et pérenne, va interroger chaque jour les citoyens sur leur exposition au risque d'inondation et leur capacité, leur volonté à s'en prémunir. Donc
voilà pour ce clip très court, hein. Vous pourrez consulter la version longue du clip où vous voyez les différents acteurs, et notamment le collectif citoyen qui exprime comment il va se saisir de cette œuvre. Donc, on est sur un format d'œuvre qui est assez monumental, comme le dit l'artiste, hein, 14 mètres de haut, 60 mètres de large, avec une zone habitée qui fait vraiment amphithéâtre autour de cette œuvre, qui donc sera pérenne, hein, qui restera là et qui va donc interroger les citoyens. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce graphique, ces taches bleues là, qui sont apparues sur ce mur, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au risque inondation, et ce cours d'eau qui chemine vraiment au pied de ce bâtiment. Et donc, on va voir si ce vecteur peut permettre de sensibiliser, de créer de l'échange autour de ce risque en travaillant donc, autour de l'art urbain. Et donc, on envisage également, avec la Maison régionale de l'eau qui va m'accompagner, de développer, et c'est une action qui a été signée avant l'été, de travailler sur l'aspect graffiti, également en mobilisant des collectifs de graffeurs sur l'arc méditerranéen pour produire des œuvres de ce type-là pérennes et entraîner des jeunes et peut-être des graffeurs amateurs sur ce sujet pour en parler dans leur quartier. Diapositive suivante, donc ça c'était pour l'art. Alors bien sûr sur cette œuvre-là, donc qui va être prochainement promue, il y aura une plaquette dans des clips et on a développé un questionnaire donc avec la sociologue Karine Weiss que j'évoquais tout à l'heure, un questionnaire qui va permettre également de recueillir les impressions à la fois des internautes qui verront l'œuvre de façon dématérialisée et puis surtout des habitants, des riverains qui voient l'œuvre depuis leur fenêtre ou qui vont la voir, puisque la Cité des Arts de la Rue est un endroit quand même assez populaire et fréquenté, avec des manifestations tous les premiers dimanches du mois autour du cours d'eau. Donc on espère qu'on arrivera à toucher du public et entraîner une discussion, une action collective autour du risque inondation sur ce quartier, où la mémoire du risque inondation a un petit peu décru, sans jeu de mots, au fil du temps. Diapositive suivante. Alors, un autre vecteur, alors, au-delà de sensibiliser par soit de la tendresse, des sentiments, du choc ou de l'art, il est important pour nous de garder la mémoire parce que finalement, souvent, quand il y a un accident ou une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou technologique, on dit mais on n'avait jamais vu ça, ça ne s'est jamais produit, je ne savais pas. Alors peut-être de moins en moins sur je ne savais pas, quoique, en tous les cas, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi fort. Donc avec un partenaire qui s'appelle Sudaléa, on a voulu travailler sur un beau livre qu'on appelait 150 ans d'inondation par l'image, pour montrer que les phénomènes d'inondation majeure n'étaient pas récents, et que quand on remontait à l'origine de la photographie, on avait déjà des reportages intéressants sur des événements passés et que ça avait touché l'ensemble de l'arc méditerranéen. C'est la diapo suivante, où on voit que, voilà, alors on n'est pas exhaustif sur l'ensemble des événements qu'on a traités. On a sélectionné bien sûr les événements majeurs qui nous paraissaient assez emblématiques des départements concernés, pour montrer que de 1875 à 2020, et donc aujourd'hui 2021, puisqu'on fera rentrer le Gard dans cette démarche, on a eu des événements fréquents. Alors c'est vrai que sur la dernière décennie, on a quand même une accélération, on le voit, de ces événements, mais voilà, on a essayé de faire du reportage photographique avec des belles images, c'est la diapo suivante, où on illustre donc la photo la plus ancienne et puis la plus récente qui est dans le livre papier. Mais on y met du témoignage et bien sûr, on résume un petit peu ce qui s'est passé sur cet événement. Et puis, le papier étant pas forcément diffusable facilement et puis ayant une mise à jour plus difficile et une consultation plus difficile, on a développé également un site internet qui est à votre disposition, que pour l'instant, on n'a pas promu non plus, donc c'est à venir, qui est disponible en français et en anglais et qui est mis à jour régulièrement, qui sera alimenté malheureusement avec les prochains événements qu'on vient de vivre ou qu'on va vivre dans le futur. Donc, je vous ai mis l'adresse internet donc là, pour sensibiliser les gens à garder la mémoire de ce qui s'est passé. Et pour compléter cette démarche, donc on est en train de déployer sur l'arc méditerranéen, à raison d'une fiche que la mission accompagne sur les 15 départements prioritaires. Vous avez ici Nîmes 88, mais on a fait Sarian 92 par exemple. Il y a des fiches en cours sur la Corse, sur les Alpes-Maritimes, etc.
On a appelé ça donc inondation d'hier, territoire d'aujourd'hui. La structure des fiches, c'est toujours présenter bien sûr le territoire, le bassin versant, la commune, l'intercommunalité, puisqu'on change d'échelle en fonction des fiches auxquelles on s'intéresse. À l'intérieur, on décrit ce qui s'est passé sur l'événement qu'on a choisi, les témoignages. Et puis, sur la fin de la fiche, on dit « et aujourd'hui » finalement, comment le territoire s'est relevé des événements passés, qu'est-ce qui a été mis en place par les différents acteurs et qu'est-ce qui reste aujourd'hui à franchir en termes d'étapes. Donc, vous avez déjà 4 fiches qui sont sorties. On aura donc une quinzaine de réalisées au mois de janvier 2022. Ça fera l'objet d'un ouvrage également qui sera diffusé sur l'arc méditerranéen. Et on espère, à travers ça, contribuer à cette mémoire. Et puis, pour finir, sur les nouveautés, donc on va sortir une série de documentaires. Vous allez avoir la bande-annonce ici. On est allé interviewer les mois derniers des acteurs de différents profils, que ce soit des services de l'État, des associations de victimes, conseils départementaux, EPTB ou syndicats de rivières, associations agréées de sécurité civile, qui avaient vécu des inondations majeures dans l'Aude, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, pour ce qui s'exprime sur, bien sûr, les souvenirs qu'ils pouvaient avoir de ces événements, ce qu'ils en retenaient, et les difficultés, les réussites qu'ils avaient eues en matière de gestion de crise, et puis les conseils qu'ils pouvaient formuler pour d'autres territoires. Donc, il y aura 9 clips thématiques qui sortiront prochainement de ces témoignages. Et j'arrête de parler et je laisse Emma vous présenter la bande-annonce de cette série. Franchement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est catastrophe, catastrophe et catastrophe. Catastrophe naturelle, bien évidemment. Désolation dans les premières semaines. Le premier, malgré tout, c'est traumatisme. Ça dépasse l'imagination. Fulgurance, hein, ça se passe très très vite. Et après, désolation. J'ai vu des endroits où des petits ruisseaux sont devenus presque comme la Durance. Ouais, le transport solide. Bah, évidemment, c'est la détresse des victimes, du citoyen. Puis après vient les combats que l'on mène sur des semaines, des mois, des années pour faire évoluer la prévention et surtout faire des travaux. Et puis après la ténacité. Je pense que c'est le plus important au niveau associatif, il ne faut pas lâcher. La force. Mais aussi solidarité. Une prise de conscience à la fois des citoyens et des autorités sur le risque inondation, sur ses conséquences possibles. Et je dirais la reconstruction. L'engagement de tous les personnels, l'engagement des élus aussi sur le terrain, l'engagement des entreprises. Une occasion de repenser l'aménagement du territoire en intégrant la dimension risque. Ça a été intense au moment où ça s'est produit et après les semaines qui ont suivi et finalement l'année suivante encore, puisque oui, intense. Oui. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, que l'échange sera le plus important maintenant. Voilà, je voulais finir sur ces témoignages et ce vécu de collègues sur des inondations dramatiques. Je vous laisse la parole et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Ghislaine, pour ton intervention.
Alors, je ne sais pas, on va voir avec Corinne s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Merci Ghislaine. Alors, une question pour le moment, avec la demande du contact de Germain Prévost. Prévost, je ne sais pas comment ça se prononce. Germain Voilà. Prévost, alias Sipin, oui, bien sûr. On pourra le communiquer. Voilà, on pourra le communiquer après le webinaire. Donc, il est un artiste muraliste. Donc, faut pas, voilà. J'ai beaucoup appris aussi sur le street art. Donc, il ne faut pas parler de graphe, mais de muralisme sur ses œuvres. Il a fait pas mal d'œuvres d'ailleurs sur Marseille et dans le Doubs également. D'accord. J'invite les différents spectateurs à s'exprimer. Alors, oui, la présentation de Ghislaine sera effectivement disponible. Et l'enregistrement du webinaire donc, sera rediffusé sur le site de la RBE. Alors, un élément financier qui est demandé. Quel a été ou quel est le coût du projet de la fresque qui a été faite donc, sur le ruisseau des Égalades? Alors, le coût du projet, c'est à peu près, il faut compter 15 000 €. 15 000 €, tout compris, c'est-à-dire la conception, la prestation artistique, la réalisation, les clips vidéo, puisqu'on a tourné, il y a des prises de vue photo et vidéo tout au long de la réalisation de l'œuvre jusqu'à son issue. On prévoit également des performances artistiques lors de l'inauguration, puisque l'inauguration est prévue plutôt sur la fin de l'automne. Voilà, plus les plaquettes de com, les cartels, etc. Donc 15 000 € tout compris. Donc voilà, la totalité de l'événement, sa réalisation, sa promotion, 15 000 €. J'ai mis l'adresse du site de l'artiste. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Ghislaine. Et donc, pour cette fresque toujours, ou peut-être aussi pour les autres actions, est-ce qu'il est facile de choisir les artistes? Comment faites-vous pour trouver les artistes et pour les choisir? Est-ce qu'il y a une consultation qui est lancée? Comment ça se déroule? Alors, sur l'artiste Santoni, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'ai été mis en contact par l'intermédiaire d'un autre partenaire qui a rencontré cet artiste et qui lui a dit tiens, il y a peut-être une discussion à avoir avec l'AMIAM parce que votre vecteur de communication peut peut-être faire écho. Puis il avait une sensibilité et la volonté de donner encore plus de sens à son travail en s'intéressant à une mission d'intérêt général. Donc là, ça a été une mise en relation et puis une connexion qui s'est faite. Donc c'est souvent des opportunités. Voilà, il n'y a pas eu j'ai pas fait d'appel à projet sur ce thème-là. Sur Alias Sipin et la Cité des Arts, alors on partait en fait sur le projet de Graphe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on était en recherche de sites pour l'accueillir. Alors, on savait qu'on voulait travailler avec le syndicat de l'Uvonne et le Sabat, éventuellement, pour ancrer autour du bassin marseillais. Et puis, en fait, on avait beaucoup de difficultés à trouver des murs mis à disposition pour le projet Graphe. Et je pense que c'est ce à quoi je vais m'atteler dans les prochaines semaines pour trouver des supports acceptés pour pouvoir faire travailler des collectifs. Et on partait sur d'autres collectifs. Et en fait, c'est par d'autres artistes que j'ai en relation, on m'a parlé de la Cité des Arts de la Rue. Il se trouvait que le syndicat de l'Uvonne avait eu des contacts sur d'autres sujets sur la Cité des Arts de la Rue. On est allé sur place, on a rencontré Germain Prévost qui travaille sur place et la connexion s'est faite. On s'est dit, on va faire un projet ensemble parce que voilà, on nous mettait à disposition, vous avez vu le mur qui était pas peint, et qui est vraiment le mur emblématique de la Cité des Arts, il nous était offert comme support. Et il y avait toute une démarche, on s'inscrivait vraiment dans le parcours, vous regarderez le clip long qui exprime très bien ça. Il y a déjà tout un investissement autour du cours d'eau,
de volonté de gestion intégrée. Il y a le collectif des Gamars, le collectif citoyen est très impliqué, fait régulièrement des conférences et œuvre autour de ce cours d'eau avec de l'insertion professionnelle. Donc on rentrait vraiment, enfin, il y a eu un peu un alignement d'étoiles sur ce projet où on avait tous envie finalement, tout se cristalliser sur ce partenariat et tout converger. Donc ça a été pas mal de chance. Sur le prochain projet de Graphe, donc là on sait déjà quel collectif on va mobiliser en coordination. Par contre, on va faire un appel à collectif de graffeurs pour s'impliquer dans le projet à nos côtés. On est sur un montant financier qui va être à peu près du même ordre, 15 000 €. On fera peut-être un ou plusieurs murs, on ne sait pas. Et ensuite, par contre, on envisage pour l'année prochaine de partir sur des formats peut-être concours ou performances comparées, où là, on fera un appel à proposition certainement d'artistes plasticiens, de graffeurs également, puisqu'on continuera, et on envisage travailler sur le slam et le rap également, et là, on fera un appel à contribution d'artistes pour identifier ceux qui ont envie de s'impliquer et peut-être décerner des prix aux meilleures propositions qui nous seront faites. Mais là, ça a été vraiment, sur ces 2 projets, ça a été une volonté de travailler sur ce champ-là, et puis de la chance et des opportunités, et puis finalement de la relation humaine qui fait que ça a marché très vite et qu'on a abouti à exactement ce qu'on voulait de part et d'autre. Donc c'était assez exceptionnel. Sur la compagnie Essentiel Éphémère, sur le théâtre, ils avaient déjà pas mal travaillé sur ces champs de prévention des risques majeurs, et la mise en relation était par l'intermédiaire de l'IFO-RME, et voilà. Du coup, on est parti avec eux. Donc, ce n'est pas un appel à projet. Je pense que sur ces démarches en plus artistiques, il y a vraiment un gros enjeu de relations interpersonnelles, de relations humaines. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui se crée, qui passe avec l'artiste, en fait, qui fait que... Oui, parce qu'il faut qu'il ait envie, et puis ça dépend par qui c'est porté. Là ce qui était intéressant, c'est de montrer que la multiplicité des acteurs converge sur ce projet-là. Après, il n'y a pas des choses, tout n'est pas hyper simple non plus. Il faut ménager les susceptibilités. Quand on arrive service de l'État, il y a aussi des réactions, comment dire, il faut gagner en légitimité et crédibilité parfois auprès de certains acteurs, notamment les artistes. Et voilà, tout n'est pas simple, et j'ai pas mal appris de ce projet aussi pour les prochains. Merci. Ensuite, il y a 2 questions en fait par rapport à la population. Quels sont les freins pour communiquer auprès de la population et comment appréhender dans ces dispositifs de communication le côté anxiogène quand on communique sur le risque inondation? Comment appréhender le côté anxiogène? Oui. Dans les communications qu'on peut faire. On parlait effectivement, vous parliez tout à l'heure des clips un peu crash là sur effectivement. Oui, alors moi, c'est vrai que c'est justement le vecteur qu'on avait choisi, c'est-à-dire qu'au départ, quand on a voulu sensibiliser au bon comportement, on s'est dit il faut faire peur aux gens, leur dire voilà, vous mettez votre vie en danger, et l'issue a été fatale, et ce qu'on raconte, même si on fait jouer des acteurs, c'est pas une fable, c'est vraiment des cas concrets. Et donc, quelque part, on jouait sur cette fibre anxiogène, et on voulait... Après, sur certaines personnes, c'est comme on a tous du stress positif ou négatif, certaines personnes, ça peut les tétaniser, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, et quand on entend aussi parler du changement climatique, on se dit, mais mon Dieu, tout est déjà réglé, on ne peut plus rien faire. Non. Et c'est vrai que si on ne surfe que sur ce vecteur de choc, de prise de conscience, mais par des images dramatiques ou de la souffrance ou du drame, on peut tétaniser certaines personnes qui vont dire donc je ne peux rien faire. Et ce qu'on a choisi cette année, c'est plutôt de dire mais réfléchissez en fait. Les cartes sont entre vos mains, vous pouvez agir, vous pouvez vous protéger, posez-vous simplement la question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit voilà, il ne faut pas que faire sur du vecteur anxiogène. Après, voilà, on a changé d'angle d'attaque. Est-ce que je préviens le côté anxiogène? Non, je pense que,
ma volonté au travers de la mission, je pense que c'est la volonté de ma direction et des partenaires avec lesquels je travaille, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire de ne pas dramatiser non plus, de ne pas être fanatique de la prévention des risques, mais de dire, voilà, la situation, elle est celle-ci, ça va s'aggraver, c'est un fait, mais on peut agir. On peut agir à différents niveaux et on ne pourra pas, l'État, les collectivités ne pourront pas se substituer aux citoyens et voilà, et c'est vraiment notre action conjointe à tous et notre prise de conscience collective qui va faire qu'on aura moins de victimes et qu'on va vivre dans des environnements plus résilients et moins vulnérables. Voilà, c'est un peu cet angle-là, c'est d'être transparent et réaliste, voilà, de ne pas cacher quand il y a des échecs, de se satisfaire, de valoriser quand il y a des réussites et puis de dire les choses telles qu'elles sont, quoi, sans aggraver non plus et sans dire qu'on ne peut plus rien faire aussi sur ces secteurs-là. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais... Je ne sais pas, la personne s'exprimera, je pense à nouveau. Voilà, puis je pense qu'effectivement, amener le public à réfléchir en lui disant que c'est lui qui a les cartes en main, lève peut-être effectivement certains freins qu'il pourrait y avoir. C'est sa réflexion qui va l'amener à agir correctement en fonction des données qui lui sont disponibles. Ensuite, il y a une question, donc une personne met en avant voilà, la multiplicité de vos productions, des productions de l'amiable, et donc explique qu'il y a un catalogue de ces productions et il voudrait savoir si ce catalogue va être réédité. Oui, alors il a été réédité papier parce que je vais en faire une diffusion à la rentrée, début octobre. Et la version va être mise en ligne. Alors, j'ai mis une version en ligne sur les pages de l'amiable dans la conférence de presse qu'on a réalisée avec le préfet de zone le 14 septembre dernier. Mais c'est une version qui a encore quelques manques et donc on va l'optimiser. J'en ferai la promotion dans quelques jours. Mais avant fin septembre, il va être réédité. Et effectivement, sur ce catalogue numérique, vous aurez toutes les productions faites depuis juillet 2017 jusqu'à septembre 2021. Et en cliquant sur les pastilles, sur les documents, vous accédez directement à la vidéo ou au support. Parce que c'est vrai que les pages du site internet de l'ANIAM, il faut arriver à s'y retrouver. Ce n'est pas très ergonomique, on va dire. Mais oui, le catalogue va être réédité papier et numérique avant la fin du mois. OK. Une question ensuite sur les affiches de l'artiste donc Santoni. Est-ce qu'il vous est possible de faire parvenir ces affiches pour les diffuser dans les différents réseaux? Donc, je pense qu'il faut en faire une demande particulière. Alors, je ne vais pas vous diffuser les affiches papier parce que pour l'instant, en termes de tirage, je n'ai pas prévu de tirage en grand nombre. Mais par contre, je peux vous envoyer des fichiers haute définition. Vous pouvez ensuite les utiliser pour les poster sur vos sites internet, les poster sur vos réseaux sociaux et en faire une impression locale si vous le souhaitez. Merci. Ensuite, il y avait donc des remerciements pour les différentes productions qui sont éditées, des différents projets qui sont portés par l'AMIAM et voilà, qui sont particulièrement intéressants et des affiches très parlantes qui permettent vraiment de porter le message de façon efficace. Mais tant mieux. Tant mieux si ça peut servir, c'est la plus grande satisfaction si ça sert sur les territoires. Et puis, n'hésitez pas à réagir, à me faire part de vos remarques, même si c'est parfois des interrogations, des questionnements, des remises en cause. Voilà, ça nous aide à progresser. Et puis, si vous avez des idées, je n'ai pas parlé d'autres projets qui vont sortir. Et j'ai vu que Haute-Dany était connecté, mais des projets sur lesquels on va communiquer, où on a testé plutôt des formats de jeux de pistes. Enfin, il y a d'autres vecteurs qui sont en cours de test. Donc, voilà, on essaiera de toute façon de vous tenir au courant des mesures de performance qu'on a de ces outils. Puis si vous avez d'autres suggestions ou volonté de partenariat, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions dans le chat. On arrive à 14 heures.
comme il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Merci beaucoup, Ghislaine, pour ton intervention et d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ce cycle de webinaires. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Corinne Roelli ou moi-même, et à contacter Ghislaine également, dont vous avez les coordonnées qui sont affichées sur la diapositive. Merci beaucoup. Ouais. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.